Alors, dans le cadre de la 18e Université Homme Entreprise à Smith-Olafite, nous avons le plaisir d'être dans le bureau parisien de Clara Guémard. Merci beaucoup, Madame Guémard, de nous recevoir ici. Vous incarnez la coopération entre deux cultures, la française et l'américaine, avec General Electric, la coopération également entre deux mondes, le monde public et le monde privé, et la coopération également entre deux vies, deux mondes et deux univers, la vie familiale et la vie professionnelle. Alors merci de prendre le temps de nous accorder cet entretien. Vous êtes présidente de General Electric France, vous êtes vice-présidente de General Electric International en charge des gouvernements et des villes. Et vous êtes également co-gérante, si je puis dire, de votre petit G11 à vous, puisque vous êtes entourée de votre mari et de vos 9 enfants. Alors, ce petit préambule étant fait, ma question est simple, elle est directe, elle est claire. Qu'est-ce qu'être leader après toutes ces fonctions? D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être avec vous parce que je suis aux États-Unis pour General Electric. J'aurais vraiment tellement aimé participer à cette session sur la coopération, compétition sur laquelle vous travaillez, puisque je pense que c'est un des enjeux essentiels de notre temps. Et que parce que nous sommes dans un univers qui est chahuté, parce que la seule chose qui est certaine, c'est que le monde sera de plus en plus imprévisible, parce que le monde est à la fois plein d'incertitudes, plein de risques, mais plein d'opportunités. La question que vous posez sur le leadership est essentielle. Alors, la question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'un leader, c'est comment doit être le leader de demain. Quelles sont les qualités intrinsèques que doit avoir un leader pour pouvoir diriger un pays, diriger une entreprise ou même tout simplement être un leader pour les siens, pour ceux qu'il aime. C'est d'abord quelqu'un qui est humble, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que plus personne n'a le savoir et la connaissance. Et qu'on a basculé d'un monde où le savoir c'était pouvoir, où on construisait des entreprises, des empires sur le savoir et sur la connaissance, à un monde où partager ses pouvoirs. Et on le voit dans l'entreprise. Vous regardez des entreprises qui ont connu une croissance extrêmement rapide, comme Facebook, comme Groupon, même comme Google ou comme Apple. Leur science, ça a été de partager la connaissance. Donc la première des qualités, c'est l'humilité, c'est la capacité d'observation, de regarder et d'accepter de ne pas toujours tout comprendre et de tout savoir. La deuxième, c'est de savoir rester zen dans toutes circonstances. Et je pense que vous me posiez la question de mon G11, je pense que contrairement à ce qu'on dit, on parle toujours de conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale. Ce n'est pas de la conciliation, c'est de la coopération et j'allais dire c'est de l'élévation de l'un par l'autre. Je pense que tout ce qu'on vit dans notre vie personnelle, où on vit forcément des moments qui sont dramatiques, des moments où l'émotion est extrêmement forte, des moments qui sont intenses dans nos vies personnelles, nous aident à rester zen dans toutes circonstances. Et quand on est un leader, de pouvoir dire au sein d'une entreprise ou au sein d'un pays, peut-être qu'il y a un gros nuage, peut-être qu'on ne sait pas où on va, mais on est tous ensemble et on est mieux ensemble qu'en dehors du bateau ou en dehors de la famille ou en dehors de l'entreprise et ensemble on y arrivera. Garder confiance, garder espoir, garder le cap, c'est aussi une des deuxièmes qualités du leader. Et puis la troisième qualité du leader d'aujourd'hui, il y en a plein d'autres, des qualités comme l'empathie, comme la capacité d'écoute, etc. Mais il y a une troisième qualité qui me semble fondamentale dans ces temps qui sont des temps troublés, c'est la curiosité. C'est l'appétit d'apprendre et c'est la capacité à créer, à inventer les conditions pour que vos collaborateurs non seulement ne fassent pas le meilleur travail possible, mais soient avec vous libres d'inventer l'avenir avec vous. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, et notamment quand je les recrute, que je leur dis je te recrute pour tes qualités, pour tes compétences, pour ton expertise, mais je te recrute aussi pour ce que je ne sais pas de toi. Donc il y a toute une partie qui est différente, puisque chaque personne est différente, et c'est cette différence-là qui certainement apportera le plus à l'entreprise.
Donc bien sûr, il y a le savoir-faire, il y a la qualité de l'exécution, il y a la précision du travail fait, il y a la loyauté, mais il y a aussi cette capacité d'inventer et de donner ce qu'on porte en soi au-delà de simplement la compétence et de l'expertise. Et le vrai leader, c'est celui qui fait grandir les autres et qui se dit que quand il arrive à organiser son équipe de façon à ce que chacun puisse donner le meilleur de lui-même à sa place, et quel que soit son grade et quel que soit son niveau, cette, comment dire, cette connexion, cette coopération des meilleurs fera le meilleur pour l'entreprise. Le leader dans un monde pacifié et le leader dans un monde en crise, est-ce qu'il est le même ou est-ce qu'il faut partager différemment cette confiance justement? Alors, je ne sais pas si c'est un monde pacifié ou un monde en crise, mais dans un monde en croissance, quand on a des bons process, quand on a des bons modes d'exécution, c'est facile de croître. Après tout, quand un produit marche, on le rationalise l'exécution, on fait des économies de gestion, on met tout le monde au pas et l'armée marche. Et c'est facile de faire de la croissance. Dans une période de crise, c'est plus compliqué parce qu'il faut à la fois garder ce qui marche, ce qui est solide, ce qui permet de continuer ce qui fait, comme on dit en bon français, le core business, mais en même temps, il faut capter ce qui va être les tendances futures du marché, ce qui va être l'avenir. Et dans toute entreprise, si vous regardez une entreprise sur 10 ans, quand je dis 10%, c'est peut-être 20% de ce que l'entreprise fait sera obsolète dans 20 ans, dans 10 ans. Ça veut dire qu'il faut se réinventer pour au moins 20% de ce que l'on fait en permanence. Et si on veut croître, aller de 20%, il faut se rajouter un autre 20%. C'est-à-dire que le rôle du leader, c'est d'assurer que le travail d'exécution, de ce qui fait la solidité de la maison, continue d'être fait, mais en même temps de donner les conditions pour que les 40% de la croissance, celle qui va permettre de maintenir à la situation actuelle, à la taille actuelle, et celle qui va permettre la croissance, soit aussi possible au cœur de l'entreprise. Et c'est ce très difficile équilibre entre l'organisation, la méthode, le process, et la possibilité d'aller vers de nouveaux territoires et de nouveaux espaces, qui est la caractéristique des vrais leaders. L'an passé, à Smith-Lafitte, nous avions la sculpteur Nathalie De Coster. Et Nathalie De Coster nous disait que pour elle, la performance passait toujours par plus d'humanité. Et quelque part, en 2012, on a l'impression que l'humain, c'est une innovation dans l'entreprise. On a l'impression que c'est peut-être la dernière innovation. Oh, je pense que c'est un peu sévère. Hein. Je pense que il y a surtout le fait que quand on regarde de près, c'est vrai que dans nos sociétés modernes, l'entreprise reste malheureusement un peu le dernier pôle de stabilité. Quand on regarde les familles qui changent, qui se transforment, le pouvoir politique dont on ne sait plus très bien où se situe vraiment le rôle de décision. Est-ce que c'est au niveau local? Est-ce que c'est au niveau de l'État? Est-ce que l'État a encore du pouvoir? Est-ce que c'est au niveau européen, etc. L'entreprise, ça reste un monde où il y a un endroit où on décide, il y a une direction, il y a une stratégie, il y a une exécution, etc. Donc, où l'humain peut, où les hommes et les femmes peuvent, ou ne peuvent pas d'ailleurs, mais quand une entreprise est bien dirigée, peuvent s'y trouver leur espace tout simplement parce que les choses sont clairement définies, il y a un but, il y a une stratégie, il y a une ambition, etc. Ce qui est vrai, c'est que quand on veut trop systématiser, d'une certaine manière, et qu'on fait trop appel non pas aux machines mais aux process, on en oublie l'humain. Et qu'il y a aujourd'hui des éléments déterminants qui font que remettre l'humain au cœur de l'entreprise, ça n'est même pas simplement une question de bon sens ou d'humanité, c'est juste une question de survie. Si nous ne le faisons pas, les entreprises disparaîtront. Les entreprises qui ne le font pas disparaîtront. D'abord parce que ce n'est pas humain de gérer les gens à la schlag,
Et ça n'a jamais dynamisé personne et ça n'a jamais donné envie d'aller à quelqu'un de venir au bureau et donc d'être performant. Donc le secret de la performance, c'est d'avoir des salariés heureux. C'est le bon sens basique, mais pas seulement. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on regarde de près, on parle beaucoup des pays émergents, mais je pense qu'on vit une époque absolument passionnante de notre histoire, même si elle est très risquée, parce qu'il y a aussi plein de technologies émergentes. Si vous y regardez de près, toutes ces technologies qui vont changer notre avenir, le solaire, l'éolien, la voiture électrique, les nanotechnologies, le cloud computing, l'Internet des objets, la santé à domicile, la possibilité de pouvoir être un consommateur intelligent de son électricité, l'énergie distribuée, toutes ces choses-là sont des technologies qui sont toutes en train d'émerger. Elles sont des technologies émergentes et elles ne sont pas matures. Et c'est à la fois de la technologie et à la fois un changement de business model, puisque, et on voit bien avec nos enfants, ça n'est plus de vouloir détenir un objet, mais détenir un usage. Quand on a un iPhone ou un iPod, ça n'est pas l'objet qui est important, c'est ce que permet cet objet, c'est l'usage de l'objet. Et de plus en plus, que ce soit pour le transport, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la santé, ce qui va être important, c'est l'usage et de mettre l'homme au cœur de cet usage pour tout simplement générer de la croissance. Si vous ajoutez là-dessus l'idée de la croissance verte, c'est d'autant plus important. Et comme ces technologies sont émergentes, on est passé d'un monde du travail à un monde de la création. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que dit Michel Maffezoli, parce qu'il dit qu'on est passé qu'on est en train de passer du monde du Moyen-Âge, où on avait des châteaux forts ou des énormes paquebots très consolidés qui se regardaient les uns les autres, qui éventuellement faisaient des ponts entre les uns et les autres, qui gardaient leur propriété intellectuelle, etc., au monde de la Renaissance, où finalement les citadelles Vauban n'ont plus lieu d'être parce que ça n'est plus contre des arbalètes ou même des canons qu'il faut se défendre, mais c'est contre le partage de l'information qui fait la conquête, qui fait la nouvelle conquête. Au fond, c'est quoi cette nouvelle frontière? La nouvelle frontière, c'est de remettre l'homme au cœur, non seulement de l'humanité, mais au cœur de nos décisions, parce que l'homme, en tant qu'usager, en tant que consommateur, en tant qu'acteur, est celui qui finalement va décider de l'usage de toutes ces technologies, de tous ces savoirs, de toute cette connaissance. Vous qui voyagez beaucoup, vous avez forcément, vous sentez le reflet de la France que les gens que vous côtoyez à l'étranger ont. Ils en pensent quoi de la France et des Français? Malheureusement, c'est pas bien brillant en ce moment, mais bon, on a vécu des orages passés. Souvenez-vous des French fries qui étaient devenus les Freedom Fries au moment du 11 septembre. Donc, je crois que l'image de la France est mauvaise. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, avec un regard un peu observateur en se disant qu'est-ce que la France pourra faire. Mais en même temps, ça a toujours existé, puisqu'on s'est toujours demandé comment ces sacrés Français arrivaient à quand même créer de la croissance dans un pays où 56% dépend de la dépense publique. Ce qui est vrai, c'est que dans cette période de temps troublé dans lequel nous sommes et de crise, l'image positive de nous-mêmes ne viendra que de nous. Il faut se retrousser les manches, il faut qu'on se mette à bosser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà travaillé, mais il faut qu'on travaille autrement. Il faut qu'on travaille en associant les jeunes, en étant moins égoïstes, en se reposant, en acceptant de se reposer les uns sur les autres et de se dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre avenir, quelle que soit l'Europe, quelle que soit la mondialisation, il réside entre nos mains. Moi, l'autre jour, j'étais visiter une de nos usines où on est allé investir, on a embauché des gens, on a permis au cahier des charges et au carnet de commandes de s'accroître. Mais le seul message que je suis venue faire passer aux salariés, c'est de leur dire, si vous voulez être 500 dans 5 ans, ou si vous voulez être 200, ça ne dépend que de vous. Ce n'est pas le grand J,
Ce n'est pas le grand État, la France, ce n'est pas la grande Europe qui va vous sauver, c'est vous-même. Dites-nous ce que vous voulez faire, dites-nous ce que vous voulez entreprendre. Après, on pourra ou on ne pourra pas. Mais moi, je préfère avoir des gens à qui je puisse dire non que des gens à qui je dis oui tout le temps parce que ce qu'ils demandent n'est pas à la hauteur des ambitions. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer dans le concert international, sachant que pour être un leader, a priori, il faut avoir une bonne dose de confiance en soi, et que la France n'a pas vraiment confiance en elle? Je ne suis pas si sûre quand vous discutez avec les individus, si vous interrogez les 500 personnes qui sont dans la salle, tenez, vous n'avez qu'à faire un petit test. Est-ce que vous avez confiance en vous? La réalité, c'est qu'au fond, on a confiance en nous. On pense qu'il faut douter parce qu'on lit les statistiques, parce qu'on lit les chiffres, parce que on nous dit qu'on est face à des périls immenses, etc. Mais au fond de soi, quand on y réfléchit, le matin, quand on se lève, on a envie de réussir, on a envie de gagner. On a tous la gagne en nous. Sauf que, évidemment, on nous explique que réussir, c'est pas bien, que gagner, et surtout de gagner de l'argent, c'est pas bien. Bon, peut-être que ça, il faudrait le revoir un peu. Mais on a tous envie de réussir, on a tous envie de gagner. Et après tout, si on pouvait remettre ce désir-là au fond de chacun d'entre nous, en disant en le faisant dans l'humanité, dans le respect des autres et dans le partage, après tout, c'est ce qui fait le sel de la vie, ça ne serait pas plus mal. Vous êtes confiante? Je suis confiante, ça ne veut pas du tout dire être aveugle, naïve, inconscient. La confiance, c'est l'idée que face à des difficultés, face à des circonstances, il y a toujours une porte de sortie. Moi, j'avais un père qui était chercheur et je sais que je lui demandais toujours comment il faisait pour trouver. Il me disait, c'est simple, un chercheur, c'est quelqu'un, tu vois, tu as une boule là et tu ne sais pas comment rentrer. Alors tu vas chercher une porte, tu vas creuser un peu, et puis finalement tu te rends compte que c'est une impasse. Ben, tu sors et tu rentres par une autre porte. Finalement, la vie, c'est ça. La confiance, c'est ça. C'est de se dire qu'il y a toujours la possibilité, même si on est face à un échec, même si on est face à une apparence, une impasse, de trouver une autre porte de sortie. Vous savez ce que disait Churchill? Il disait que la réussite, c'était d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et puis je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante quand on parle de l'entreprise et de la confiance, c'est que quand vous discutez avec un interlocuteur, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont urgentes. Les choses urgentes ne sont pas nécessairement importantes, mais si vous ne les faites pas tout de suite, elles vous polluent l'existence. Donc il faut les faire. C'est payer vos impôts, par exemple, c'est aller faire les démarches administratives, voilà. Il y a des choses urgentes qu'il faut faire, mais après tout, plus vite on les a faites, mieux c'est. Et les choses importantes, elles ne sont pas nécessairement urgentes. Je dis souvent aux jeunes et aux jeunes cadres qui viennent me voir, savoir ce que vous allez faire de votre vie, quel est votre métier, quelle est votre vocation, etc., c'est une chose très importante. Mais est-ce que c'est urgent de le savoir tout de suite? Est-ce que c'est dans votre premier job que vous le trouverez? Est-ce que c'est dans le deuxième? C'est pas sûr. Et c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, c'est de marcher. Et c'est ça qui donne confiance en soi. C'est de se dire que, j'aime beaucoup cette phrase d'une photographe juive allemande de l'entre-deux-guerres qui disait je vais là où je suis, je n'y suis pas encore. Et après tout, c'est peut-être ça la confiance. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Clara Guémard et à bientôt sans doute à Smith Olafite. Oui, merci.